Merci, Monsieur Rachbin, pour la parole. Je suis donc Madame Rebecca Kioni Omo Ali Boao, de mon nom d'épouse. Je suis magistrat, je suis experte en droit de l'homme et sur le genre. Parallèlement, j'ai occupé des postes de responsabilité au niveau de l'administration nationale et au niveau international sur des questions relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes. J'anime également une association internationale qui s'appelle MIBECO. MIBECO, ça veut dire tout simplement les lois, ça veut dire tout simplement l'égalité, la quête de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons donc mené un grand plaidoyer au travers du Forum international MIBECO qui a regroupé pendant 3 ans, 3 éditions, des experts qui sont venus du monde entier pour pouvoir regarder quelle est la perspective que nous allons mener ensemble pour l'Afrique. Et Monsieur Rachbin, avant de vous livrer ma communication, je voudrais vous remercier pour m'avoir donné donc l'opportunité de participer en la journée internationale du 8 mars, qui est très symbolique pour nous les femmes, à ce colloque. Alors, donc j'interviens sur le thème « L'autonomie des femmes en Afrique, un parcours laborieux ». J'ai donc un PowerPoint et donc mon intervention donc porte sur 2 points fondamentaux. Alors, donc il porte sur 2 points fondamentaux. Le premier point va porter sur la quête de citoyenneté des femmes en Afrique, qui pour moi est un bilan préoccupant. Et le deuxième point va porter donc sur un mécanisme innovant de répression des auteurs des violences sexuelles commises donc en RDC et de réparation des préjudices. Mesdames et messieurs, la corrélation entre le statut inférieur des femmes et les violences sexuelles commises en temps de conflit armé est établie par les faits historiques soutenus par la théorie, ce qu'on appelle la théorie du continuum de la violence de genre, qui fait prévaloir l'idée selon laquelle les violences commises en période de conflit armé prennent racine dans une société discriminatoire en temps de paix. Donc, aborder la problématique de l'autonomie des femmes en Afrique implique la question de l'accès aux droits fondamentaux, mais surtout la question de l'accès à la justice des victimes des violences sexuelles. C'est la plus haute ignominie humaine que l'utilisation de l'organe sexuel de la femme à des fins de guerre, à des fins de stratégie de guerre, en violation flagrante avec le droit de la guerre. C'est ce qui se passe actuellement. L'actualité nous le démontre. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. On ne peut pas parler de la Syrie. C'est ce qui s'est passé au Soudan. C'est ce qui se passe actuellement en RDC. Malheureusement, sous silence. Une omerta qui tue à petit feu les milliers de femmes, dont la majorité est constituée, des victimes dont la majorité est constituée de femmes et des filles. Une omerta qui interpelle, qui révolte la conscience humaine. Le cas de la RDC, qui défraie la chronique, est alarmant et dramatique au regard de l'ampleur de l'entreprise criminelle, au regard de l'ampleur des victimes et de l'extrême violence du mode opératoire utilisé par tous les belligérants, au regard de la gravité des préjudices que subissent les femmes directement à cause des actes de violence sexuelle, mais aussi à cause de la prégnance de la norme traditionnelle, de la stigmatisation et de l'ostracisation sociale. Et je pense que cette dimension indirecte des conflits armés, des violences sexuelles, est plus grave, est plus dangereuse que même les causes de l'acte, les conséquences de l'acte sexuel, des actes sexuels eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, on assiste
on assiste à une inertie, entre guillemets, parce que la question, elle est complexe, comme l'a dit M. Rajbin tout à l'heure. La question est complexe. Elle implique les enjeux géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques en raison de, on va le dire, en raison des minerais que regorge le sous-sol de la RDC. Et donc on est en quelque sorte, le monde est mis au pied du mur. Les solutions sont difficiles à apporter. Et j'ai fait des recherches à ce sujet. Je vais vous dévoiler tout à l'heure quelques perspectives fondamentales que je pense pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir proposer, pour répondre aux crimes de violence sexuelle qui sont commis en RDC, utilisés utilisés comme une stratégie de guerre. Et donc, j'aborde là le premier axe de mon intervention. C'est donc la quête de citoyenneté, que j'ai dit tout à l'heure, qui est un bilan très préoccupant. Le tout dernier rapport des Nations Unies nous révèle que la situation des femmes dans le monde a évolué de manière positive. Et toutefois, les indices de discrimination dans la sphère publique et dans la sphère privée sont favorables, sont faibles dans les pays, même très faibles dans les pays développés, en Occident, dans certains domaines également, plus particulièrement dans le domaine de l'accès des femmes à la prise de décision, étant donné que la résurgence du refoulé patriarcal tend à reculer en Europe. Pourtant, en Afrique, la situation demeure préoccupante, sauf quelques rares cas au Rwanda, où l'indice de discrimination est faible. Alors, ce que je voudrais apporter comme élément d'information est que je vais dire que toutes les femmes noires, arabes, blanches, asiatiques subissent les mêmes injustices fondées sur les rapports sociaux de domination des hommes sur les femmes. Alors, selon les manifestations différentes et à des degrés différents, mais les référentiels de correction, les référentiels de réponse à cette injustice sont formellement universels. C'est l'information c'est la bonne information. Les référentiels sont universels. Ce sont tous les principes d'égalité qui découlent de l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui oblige les États à adopter des lois, des cadres juridiques, des mesures de discrimination positive pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment les lois sur le quota, les lois sur la parité. C'est universel. Malheureusement, malgré l'adoption de ce cadre par les États, certains États en Afrique n'ont pas la volonté politique de les mettre en œuvre. Et on assiste, excusez-moi, recto versé, on assiste à une situation inégalitaire, à une situation, j'allais dire, qui brise la conscience humaine, à une situation alarmante. Le fait, par exemple, de voir encore une cohabitation entre un cadre juridique progressiste en faveur des droits des femmes et un cadre juridique conservateur
à tel point que dans les codes pénaux de certains pays, comme je peux citer, comme le cas de la RDC, comme le cas du Congo-Brazzaville, encore que la RDC a fait des efforts, le cas du Congo-Brazzaville, le cas du Cameroun, le cas de certains pays du Sahel, là, on assiste encore à des dispositions discriminatoires dans le code pénal, des discriminations qui érigent le mari en chef de famille, et sur la base de cette suprématie, les hommes détiennent donc le privilège, par exemple, du choix du domicile conjugal où l'épouse est obligée d'y habiter. Et pour éviter, en pareille circonstance, si l'épouse est victime des violences conjugales, elle ne peut pas partir de peur d'être condamnée du chef d'abandon du domicile conjugal. On assiste encore, toujours dans le code de la famille, du fait de la suprématie de masculine, que l'homme s'arroge le droit d'attribuer des bonnes et des mauvaises notes à leurs épouses. Et à partir de là, il peut les repudier du foyer conjugal. Et il s'arroge aussi le droit de correction. La violence, c'est à partir de cette disposition que nous avons hérité du Code français de 1804. Malheureusement, mais en France, ça a évolué cela. Et on assiste également à des traitements qui sont liés au rite du veuvage, qui sont infligés suite au décès d'un époux par la belle famille, aux veuves. Malheureusement, vous avez des intellectuels, des magistrats, vous avez des profs d'université, des universitaires qui sont obligés de respecter les signes particulièrement méprisants de veuvage. Et les femmes sont par exemple obligées d'avoir une heure fixée par la belle famille pour pleurer, manifester leur douleur. Elles sont obligées d'avoir des heures spécifiques pour manger. Au-delà de 17h, 18h, elles ne mangent plus. Malheureusement, ces pratiques continuent jusqu'aujourd'hui, et que au niveau du code des codes et dispositions de la loi, il n'y a aucune harmonisation malgré l'affirmation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans certains pays, on a constaté que les législateurs ont harmonisé les textes, mais l'ancrage de la coutume étant, mais les pratiques ne suivent pas. Ce qui est positif en ce qui concerne l'accès des femmes en politique, on a constaté que l'ineffectivité des quotas, l'ineffectivité de la parité est un obstacle d'accès aux postes de responsabilité des femmes. Ça aussi, on peut dire que c'est un postulat. C'est un postulat. Il faut appliquer la parité, il faut appliquer le quota pour pouvoir projeter d'atteindre l'égalité. Le Rwanda l'a fait. Le Rwanda applique le quota, et aujourd'hui, le Rwanda est le pays top 1 sur le taux de représentation des femmes au Parlement au niveau mondial. On a vu le cas de la France. On essaye, au niveau des postes de nomination politique, à respecter la parité. En Afrique, cette disposition, le docteur Abid l'a dit tout à l'heure, n'est pas appliquée. Je prends tout simplement comme ça, à tout hasard, en RDC, sur 42 membres du gouvernement, on en a 14. Au Congo-Brazzaville, en RCA, par exemple, je prends le cas de la RCA, sur 32 membres du gouvernement, on compte 5 femmes. Mais si sur le plan quantitatif, la situation est préoccupante, mais sur le plan de la qualité des portefeuilles, le plafond de verre est brisé.
on note une évolution gratifiante sur l'accès des femmes aux postes autrefois réservés aux hommes. La RDC aujourd'hui vient de se démarquer. Je suis originaire du Congo-Brazzaville, hein, je ne suis pas de la RDC. Voilà. Donc la RDC vient aujourd'hui de se démarquer de manière significative. Sur 12 ministres d'État, 5 femmes occupent les portefeuilles stratégiques de la justice, du plan et des mines. Au Congo-Brazzaville, mon pays, les femmes occupent, bien que minoritaires, elles occupent des postes importants de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et j'en passe. On trouve des ministres des Affaires étrangères. Mais on observe qu'aujourd'hui, les hommes n'occupent presque pas le poste de ministre de la promotion et l'égalité des genres. On observe que les hommes n'occupent pas ce poste. Alors même que la masculinité positive se relève un levier de la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes en Afrique. L'Union africaine en fait présentement une stratégie essentielle. Au regard de ce qui précède, l'atteinte donc de l'objectif de l'égalité entre les hommes et les femmes est le résultat de la volonté politique d'éliminer les écarts par l'adoption et l'application des programmes et la garantie de leur effectivité. Alors, donc, je voudrais conclure sur ce point. Pour dire que, en termes de perspective, pour booster la promotion la promotion et l'effectivité de l'égalité entre l'homme et la femme, il faut un leadership transformationnel axé sur les résultats. Alors, l'intérêt donc de ce leadership est de répondre aux défis spécifiques qui retardent la manifestation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Des défis bien spécifiques. On n'est pas les mêmes défis que les pays occidentaux. Et donc, ce plaidoyer a 2 axes majeurs. L'harmonisation totale, l'application des lois spécifiques, et encore, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les pays adoptent des lois spécifiques sur les violences sexuelles. Et lorsqu'on sait que les lois spécifiques dérogent aux lois à caractère général, les implications juridiques sont énormes. Si les magistrats sont formés, ça voudrait dire tout simplement que ces lois spécifiques devraient s'appliquer directement et que les dispositions discriminatoires devraient s'éteindre. Mais malheureusement, on n'a pas la formation. C'est aussi ce défi-là. Alors, je voudrais dire qu'au-delà du féminisme radical, qui pour moi est toxique et qui porte en lui les germes de la masculinité radicale, qui rendent impossible la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut que sur le plan microscopique, l'intérêt du débat est donc la préservation de l'équilibre familial, gage du développement de toute société. La revendication du particularisme des femmes ne doit pas remettre en cause les référentiels de stabilité familiale en Afrique où les femmes jouent un rôle fondamental. Il ne s'agit pas de sortir les femmes de la sphère privée pour les percher haut dans la sphère publique. Un tel positionnement est contre-productif, surtout en Afrique. Et le débat aussi aujourd'hui sur la distribution numérique ou quantitative des tâches domestiques entre l'homme et la femme pour traduire l'égalité est en réalité source de confusion et retarde l'équilibre familial, retarde l'objectif et le combat sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est mon avis. Je voudrais vous entretenir rapidement sur le deuxième point, en ce qui concerne... Pardon ? Oui, voilà. Je voudrais vous entretenir rapidement pour ce qui se passe au niveau de la RDC, je veux dire rapidement.
En RDC, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un conflit armé qui date de 30 ans. Les femmes sont violées de manière massive et que la caractéristique donc de ces conflits est l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre. Malgré les rapports, le rapport Mapping dont on parle et d'autres rapports, malgré ces rapports, on ne trouve aucune solution. Et donc moi j'ai fait des recherches sur cette question. Et je me suis rendu compte que le modèle de mécanisme en réponse à ces crimes de violence sexuelle et des crimes en général part du fait de l'affirmation de l'autonomie des violences sexuelles. C'est-à-dire, la cible caractéristique, la cible de ces violences sont des femmes. Et les femmes, pourquoi? Parce que c'est un homme traditionnel qui le veut, qui voudrait que, en attaquant la femme, on attaque l'homme, et quand on attaque l'homme, on détruit la stabilité, on détruit son moral, l'homme qui est au combat, et qu'on terrorise la population. Les populations quittent les localités convoitées par les minéraux, et les guerriers occupent la situation. Deuxième élément, la norme traditionnelle structure aussi le comportement de la femme qui n'accède pas à la justice. Pourquoi? Parce que la femme ne veut pas porter plainte, parce qu'elle a peur de la stigmatisation, parce qu'elle a peur de l'ostracisation, parce que pour elle, peu importe ce qu'elle a vécu de manière physique, ça on peut soigner, mais on ne peut pas soigner la stigmatisation, on ne peut pas soigner le fait qu'elle soit chassée de son foyer, chassée par sa communauté, elle ne supporte pas cela. Et donc moi j'ai proposé dans ma démarche, j'ai proposé une approche crescendo d'internationalisation, de la compétence des crimes internationaux qui sont donc commis en RDC. Dans ce sens que, à partir de l'autonomie des violences sexuelles, on crée une dynamique, on crée deux juridictions. La juridiction, la chambre spéciale, la chambre judiciaire spéciale à caractère national, qui s'occupe de l'urgence de réparation des femmes, puisque les femmes ont subi des violences, ont subi des préjudices assez importants, et une juridiction internationale qui s'occupe de juger, de réprimer de manière efficace, les auteurs des crimes à caractère international, ce qu'on appelle des crimes internationaux, puisque les pays puisque c'est une guerre qui oppose trois États, avec l'implication du Rwanda et autres, c'est une guerre à caractère international. Et donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Pour conclure, sur tout ça, je vais tout simplement dire qu'il est évident que les enjeux stratégiques, géopolitiques et géoéconomiques des conflits armés en RDC conditionnent la réplique sur les aspects de stabilisation et sur l'aspect de l'accès à la justice à l'égard des victimes. Il y a trop d'enjeux géopolitiques, géoéconomiques, la ferme volonté politique de tous les acteurs de gouvernance nationale, des Nations Unies et des organes régionaux est la principale clé à cette crise, tant au niveau de la stabilisation qu'au niveau de l'accès à la justice. Et je vous remercie.